face. Et tout de suite, retour en France. On accueille l'invité d'André Berkoff, Philippe Colin-Olivier, scénariste, écrivain et auteur de ce livre « Qui a tué le maire de Paris ?», publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors, Philippe Colin-Olivier, vous avez de la chance parce que vous ne serez pas immédiatement envoyé en place de grève, ni emprisonné, ni voué aux gémonies, ni tailladé. Enfin, franchement, en période municipale, en période électorale, c'est dimanche, nous allons voter le premier tour. Et vous dites qui a tué le maire de Paris, d'ailleurs. Donc, vous avez fait exprès pour ne pas être poursuivi, c'est ça? Vous n'avez pas dit la maire de Paris, hein. Je suis très douillet, je voulais pas être pendu, d'abord. Le maire de Paris, parce que c'est un homme, j'ai pas voulu... Je ne sache pas que Madame Hidalgo, puisque c'est son nom, je crois... C'est ça, oui. Ait changé de sexe. Elle a la double nationalité, déjà espagnole et française. Elle peut pas, en plus, avoir deux zézettes. C'est pas possible. Oui, non, c'est vrai. Donc, je l'ai pas pris comme modèle du tout. C'est un homme politique mâle et qui abuse de sa mâlité, si j'ose dire. Mâle hétérosexuel? Oui, c'est un des deux. De plus de 50 ans. On n'est plus que trois. Il y a vous, lui et moi. Donc, vous aggravez votre cas. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ça? Que je trouve, je dois le dire aux éditeurs de Sud Radio, très drôle, très amusant. Vraiment, un roman plein d'humour, un polar. C'est un polar, mais c'est un polar... comédie policière, plutôt. Voilà, si vous voulez, comédie policière. Mais justement, mais très satirique, très drôle. On va raconter l'histoire après, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée saugrenue de faire ça? Eh bien, vous avez devant vous un héros. Me promenant un jour, boulevard des Italiens, j'ai été heurté par une patinette. J'ai été bousculé par un type qui était à vélo et qui était à sens interdit sur le trottoir. Et puis après, j'ai pris une planche dans les tibias. Donc je me suis dit, tu survis, tu es courageux, tu dois raconter ce qui t'arrive, ou tu dois construire une histoire autour de cela. C'est simplement le danger, le péril, la frousse aussi. Je l'ai écrit, la peur au ventre. Vous voulez dire que vous avez souffert sous l'occupation des trottinettes? Sous l'occupation des trottinettes. L'occupation des trottinettes, je vois. Donc oui, vous êtes un résistant, vous êtes un véritable résistant. Je suis résistant, je suis né en 42, donc je suis résistant. Donc vous êtes résistant, absolument, c'est vrai, vous tenez encore, c'est très très bien. Et d'ailleurs, on vous souhaite de tenir longtemps. Mais alors, pourquoi ça a amené à dire, allez quoi, vous avez eu des envies de meurtre envers, la maire de Paris, au départ. D'abord, j'ignorais qui était la maire de Paris, parce que je lis pas le journal, vous l'évoquez, je l'utilise comme ainsi vous le suggériez tout à l'heure. Bon. Donc je lis très peu de journaux, mais j'ai appris qu'elle s'appelait Madame Hidalgo. Mais peu importe, moi j'ai pris un modèle qui est encore un homme, qui est un corrompu, qui est un combinard, qui est un menteur, qui est le roi des bobards. Donc évidemment, c'est un homme politique connu. J'ai pris comme modèle un ancien maire plutôt, ou le futur maire d'ailleurs, si c'est un homme. J'en doute, puisqu'il paraît que ce sont des femmes qui se présentent. Oui, il y a 3 femmes en tête. Il y a 3 femmes en tête. Ah donc vous avez pris quelqu'un, oui, c'est d'ailleurs, vous le racontez, particulièrement corrompu, je veux dire, un homme politique classique. Un homme politique classique. Regardez M. Fillon et regardez M. Comment s'appelle-t-il, le maire de Levallois, je crois? Balkany. L'immense Balkany, qui est un ami intime de l'ex-président Sarkozy, qui ne l'a pas balancé quand même. Il a été sympa, parce qu'il était président de la République pendant que l'autre combinait. Enfin, vous n'êtes pas pour les balances, Philippe. Je ne suis pas pour les balances, je suis pour la fraternité des voyous. D'accord. Et alors, donc, ce maire de Paris, donc, il y a 5 personnes qui envisagent et qui ont fomenté cet assassinat. Alors, racontez. Ce sont 5 Parisiens classiques, moyens. Un peu comme vous? Bon, moi je suis encore plus moyen qu'eux, c'est des surmoyens si je puis dire, et bien qui pour des raisons diverses, variées, se disent non mais je peux plus le supporter. Il y en a un qui perd son fric parce que il est bloqué à un feu rouge devant le palais de Tokyo, vous le connaissez peut-être, totalement inutile. Il y en a un autre, qui a lu le slogan la pédale est l'avenir de l'homme, parce que c'est le slogan du président qui veut faire du vélo, et sa petite amie se fait tuer, donc il est furieux. Un troisième qui ne peut plus être livré, parce que j'ai remarqué que nos hommes politiques ne sont que des fonctionnaires. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être commerçant et devoir assumer un chiffre d'affaires, ou éventuellement un bénéfice. Donc, ce sont des gens inconscients. Ce qui est amusant dans mon personnage, si j'ose dire, et dans le personnage que vous évoquez, Madame, comment dites-vous? Madame Hidalgo. Madame Hidalgo, j'essaierai de m'en souvenir. Oui, quand même. Non, ce sont des gens qui prennent le problème à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de magnifier l'autobus, c'est-à-dire de faire plus d'autobus, ils ne prennent jamais le métro. Oh, elle l'a pris. Elle l'a pris devant les photographes. Oui. Mais elle chevauche une caméra, mais elle ne prend pas le métro. Je n'ai jamais rencontré, je prends le métro depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 77, je suis beaucoup plus âgé que vous. Si. Eh bien, je n'ai jamais rencontré dans le métro, en démocratie, en république, un homme politique de premier rang. Je n'ai jamais rencontré un syndicaliste important dans le métro. Nous sommes dirigés par des Marie-Antoinette. Eh bien, écoutez, on va continuer avec Philippe
Collin-Olivier, qui, comme vous le voyez, n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, ni d'ailleurs dans la poche des autres, après ceci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Christine Orban. Elle a été notaire, elle a publié des livres sous plusieurs identités avant de se faire un nom dans la littérature. Elle signe un nouveau roman où elle raconte l'histoire d'un amour irrésistible d'une adolescente pour un homme mûr. L'histoire d'un amour qui n'est pas interdit. Un sujet d'actualité, un sujet brûlant. Christine Orban est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Ford. Pourquoi j'ai choisi un Ford Puma EcoBoost hybride? Et pas parce que je me soucie du monde que je vais laisser à mes enfants. Mais vous n'avez pas d'enfant. Si. Non, ce serait pas plutôt le design? Oui. Pardon? Bah oui. C'est le design. Bah oui. Voilà. Que vous ayez choisi le Ford Puma EcoBoost hybride pour ses faibles émissions de CO2 ou pour son design, après tout, peu importe. Et pendant le week-end porte ouverte les 14 et 15 mars, venez découvrir le Ford Puma, le SUV hybride équipé de l'Innovort Megabox, jusqu'à 80 litres en plus disponible dans votre coffre pour ranger tout ce que vous voulez. Ouverture selon autorisation. Quand on ouvre un ballotin Léonidas, on trouve des petits œufs en chocolat, mais aussi des... toutes les couleurs! Savourez vite les 20 recettes de petits œufs Léonidas. Ils sont tous sans huile de palme. Cette semaine, à l'achat de 500 grammes de petits œufs, Léonidas vous en offre 150 grammes en plus. Léonidas, la boîte à bonheur. Pour votre santé, bougez plus. C'est le Leclerc Live. Apparemment, une famille française consommerait environ 3 kilos de kiwis par an. En plus, c'est un fruit qui peut se cultiver en France. Absolument, d'ailleurs du 11 au 14 mars chez Leclerc, les 6 kiwis, variété Eward, origine France, calibre 33, 85-95 grammes sont à 1,39 €. Des kiwis français, cocorico. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites « Quelle corvée de passer la tondeuse dans mon jardin avec tous ces recoins, mais bon, de là à en acheter une nouvelle... » On vous répond, jusqu'au 30 mars, pendant notre opération Réveillons le jardin, notre tondeuse électrique Ryobi RLM 3615, légère et maniable, est à 139 € avec 20 € remboursés en plus. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin. Chez Basic Fit, choisissez vos objectifs. On vous donne les moyens de les atteindre grâce à nos équipements dernier cri. Commencez dès maintenant. Fitness gratuit pendant 4 semaines et un sac offert. Basic Fit, hors frais d'inscription. Offre valable jusqu'au 15 mars pour toute souscription d'abonnement annuel. L'engagement débute après la période de gratuité. Voir conditions sur basic-fit.fr. Sac dans la limite des stocks disponibles. Ne bougez pas, retour de Berkoff dans tous ses états dans quelques instants sur Sud Radio. Savez-vous que les eaux thermales de Luchon sont les plus sulfurées des Pyrénées? La qualité de nos eaux hyperthermales a une action efficace sur vos rhumatismes et vos voies respiratoires. Découvrez nos cures conventionnées aux libertés de 6 jours. ORL et rhumatologie, cure junior, cure famille, santé du dos, sevrage tabagique, zen liberté et nouveau en 2020. Les cures du soir destinées aux assurés socio-actifs, étudiants et accompagnants curistes de moins de 16 ans. Luchon, retour aux sources. Plus d'infos sur terme-luchon.fr. Vendez votre voiture.fr. Voulez-vous vendre votre voiture? Et vite! Avec vendezvotrevoiture.fr, c'est possible. Évaluez en ligne dès maintenant. Prenez rendez-vous et vendez dès demain parmi plus de 80 agences. Ce n'est pas juste rapide, c'est aussi simple et sûr. Commencez dès maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous poursuivons ce dialogue à la fois social, révolutionnaire et prolétarien avec Philippe Collin-Olivier qui a écrit « Qui a tué le maire de Paris ?» Et je recommence ce livre parce que vous aurez la réponse à la question et vous n'aurez pas à gagner un carambar parce que déjà la lecture de ce livre vous donnera entière satisfaction. Philippe Collin-Olivier, en fait, donc, continuons le récit. Donc, il y a un certain nombre de Parisiens qui disent on veut se débarrasser de cette machine à trottinette, de cette machine oppressive qui nous met les bicyclettes partout, etc., etc. Oui, avec des travaux partout, comme si on cherchait du pétrole à Paris. Je ne sais pas si on en trouverait, mais sinon ça ne se justifie pas. Et en plus, ils ne sont pas tous d'accord pour cette politique partisane en faveur des rats. Rat is beautiful. Vous savez que le maire de Paris adore l'anglais. Et il y a des rats partout. J'en avais devant ma supérette l'autre jour, des rats extrêmement distingués, une ratesse, d'ailleurs une femelle, assez jolie, ma souris.
Bon, ma souris sans jeu de mots. Hein. Eh bien, oui, il y a une multiplication des rats, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on n'a rien fait entre... Peut-être sont-ils des électeurs futurs, hein. Oui, on ne sait pas, c'est ça. On naturalise beaucoup en France. Donc, comment le rat est un Français de demain. Oui, d'ailleurs, le rat est un Français à peur entière. À peur entière, effectivement, puis il a de très belles dents. Hein, donc, en fait, vous avez quand même une dent contre ce Paris qui est devenu Paris. Une grosse molaire, oui. Vous êtes parisien depuis toujours? Depuis 7 générations, pas depuis toujours, depuis avant toujours. Avant toujours. Depuis 7 générations. C'est très très rare. Regardez la gueule de aviné que j'ai d'ailleurs. Hein. Vous imaginez, écoutez, pour la première fois dans Berkoff, dans tous ses états, on reçoit un Parisien de cette génération. Je demande 3 secondes de silence. On les a. Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec ces gens-là? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce maire de Paris est mort. Et ce maire de Paris, d'abord, jouit de 1000 jeunes femmes, hein, puisque c'est un séducteur. C'est pas très difficile quand on est un homme politique. Regardez Jacques Chirac, il a fait de la politique pour avoir des femmes. Certes. C'est pas pour, hein, c'est pas on pour l'appelait la France. Mais on l'appelait 3 minutes douche comprise. Donc, oui, bon. Mais pendant 7 ans, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai, ça fait pas mal. Bah oui, c'est vrai. Faites le calcul. Donc, voilà, il est séducteur. Il est séducteur, c'est un voyou, un culte, etc. Et il se fait tuer. Mais je ne dirais pas par qui, parce que je suis pas une balance, mais il se fait tuer dans le cadre du roman. C'est très dangereux, hein, ce monde politique, et ça le sera de plus en plus, parce que s'il y a une crise économique qui vient, il faudra trouver des boucs émissaires. Des boucs émissaires. Et c'est un vrai bouc, lui. C'est pas une petite chevrette. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans Paris? En fait, c'est intéressant parce que vous faites aussi un portrait de Paris. C'est une espèce de traversée de Paris à votre manière. Hein. Traversée de Paris, exactement. Oui, c'est vrai. Et Paris est une fête d'Hemingway, vous vous souvenez, on est bien loin de ça. Et bien sûr, Paris est une fête d'Hemingway, c'est vrai. Et alors, on pourra, dites-moi, cet état des choses, après l'assassinat du maire, et vous pensez que ça va être corrigé, ça vous allez faire un second roman? Rassurez-vous, la République ne se corrige pas. Elle demeure inébranlable. D'accord. Après un corrompu, il y a un truand, et après un truand, il y a un voyou, puis après il y a un malfrat. C'est ça la politique. Mais entre la brute et le truand, il n'y aura pas un bon? Le bon, c'est le spectateur, ou le bon, c'est celui qui va voter dimanche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que votre roman est vraiment d'actualité. Les cocus sont bienvenus, on devrait mettre. Les cocus sont les bienvenus. Le viol au-dessus d'un nid de cocu. Oui, c'est ça. Absolument. Ça, c'est pour ce pauvre garçon qui prend 23 ans de prison. Hein. Oui, c'est quand même un peu beaucoup. Hein. Sans aucune actrice dans sa cellule. Aucune, rien. Non, ça c'est, oui, le pauvre Einstein, c'est vrai. Mais alors, ce que j'ai adoré, c'est que vous le rappelez, Porfirio Ramirez, vous parlez de libération, vous parlez, donc, le Navajo. Moi, j'ai adoré, il est né à Bigoudif, ville banale de la province française. Non, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup amusé, quand même. Je m'amuse, oui. Mais vous avez quand même, vous pouvez avoir quelques prétentions littéraires, parce que c'est pas mal écrit. Immense, c'est en cela que je m'amuse. Ouais. Je me dis, tu as des immenses prétentions littéraires, je me regarde devant la glace. C'est vrai. Non, cela dit, c'est très bien écrit, je le dis, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Colin-Olivier, les autres le savent, il sait écrire. Non, mais ce n'est pas devenu, vous savez, aujourd'hui, c'est une certaine rareté, hein, des gens qui savent écrire. Hein. C'est pas encore interdit. Non, c'est pas encore interdit. Mais il y a, comme disait Roland Barthes, les écrivains et les écrivants. Les écrivains, c'est les fabricants, et puis les écrivains, certains, comme ça, voilà, chez Pierre-Guillaume Deroux, Philippe Colin-Olivier. Mais dites-moi, vous allez voter dimanche? Oui, bien sûr. Ah, vous remplissez votre devoir de citoyen? Moi, je vote pour... J'appuie sur les 5 boutons, ou les 3 boutons. Ah, d'accord. C'est ça, l'égalité. Ah, c'est ça, vous votez pour tout le monde? Oui, je vote pour tout le monde. Non, mais il y a des bulletins, je vous signale, Philippe Colin-Olivier. Il n'y a plus de bulletins, vous plaisantez, vous avez voté quand, vous? Ouais, moi, je en 1922. On appuie sur des boutons, maintenant. Oui. J'ai 5 doigts, j'appuie... En même temps? Oui, avec mon pied, je dois dire, les doigts de pied plutôt, parce que, c'est vrai, voilà, pourquoi est-ce que je voterais plus pour l'un, puisque l'un va ressembler à l'autre, qui ressemblera à l'un? Ah, vous trouvez que, par exemple, Rachida Dati, Anne Hidalgo, Agnès Buzyn se ressemblent pour vous? C'est la même chose? Moi, je n'ai jamais fait la différence, mais je ne suis pas physionomiste, je dois dire. Ah, d'accord, oui. En plus, elles se sont fait le visage, certaines en tout cas, vous avez remarqué? Elles ne se ressemblent plus. Vous avez remarqué? Madame, c'est vrai, Rachida, je ne sais pas si elle a copié Johnny Hallyday ou bien Madame Buzyn, mais elle n'est plus elle-même. Et Madame Buzyn, vous êtes contente qu'elle ait quitté le ministère de la Santé pour aller vers la mairie de Paris? Écoutez, il était temps, parce que vu le nombre de malades, elle est intelligente. Oui, vous pensez qu'effectivement, elle n'était pas totalement à sa place là, on verra ce qui se passe. Elle a quitté le porte-avions, oui. Elle a raison.
Mais franchement, je trouve que qui a tué le maire de Paris, c'est bien, mais je trouve que c'est assez violent, Philippe Colin-Olivier. Vous auriez pu le faire séquestrer, je ne sais pas. J'aurais pu le torturer pendant 120 pages, je me suis paresseux. Ouais, j'ai préféré le buter net. Ah oui, vous voulez pas faire un petit Marquis de Sade, quoi, non? Le Marquis de Sade, d'abord, il était à la Bastille, rappelez-vous. C'est vrai, bien sûr. Il était le seul à la Bastille, oui, en plus. Un des 3 ou 4 qui restait. C'était 3 ou 4, oui. Bon. Ouais. Non, j'ai pas voulu faire mention du Marquis de Sade. Je suis pas pour la torture obligatoire. Ça doit être facultatif. En tout cas, je vais vous dire, franchement, on prend un grand plaisir à le lire. C'est vrai, on ne s'ennuie pas. D'ailleurs, on sent de temps en temps, quand vous parlez d'Antoine Astou, quand vous parlez... Et puis, mais il n'y a pas assez... Je vais vous dire, j'ai un reproche. Il n'y a pas assez de sexe. J'ai pensé à vous, j'ai fait un petit additif. Ah, très bien. Qui s'appelle Obsédé. Oh, d'accord. Oui. Et parce que j'ai bien compris que sans fellation, vous n'aviez pas de plaisir à lire. Bah écoutez, franchement... c'est le bruit qui court dans le studio. Le jour où on a dit que la fellation était beaucoup moins nocive qu'une poignée de main, écoutez, moi je suis les... je suis à votre disposition. Je suis venu en short. Oh, je vous en prie. Ça y est, ça commence. Ça dérape dans le studio. Avec Philippe et Colin, c'est toujours le sermon sous l'olivier. Nous ne vous raconterons pas ce qui se passera pendant les informations sur Sud Radio. En tout cas, nous restons avec notre invité, Philippe Colin-Olivier, scénariste, écrivain et auteur de ce livre, Qui a tué le maire de Paris, publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Chers amis qui écoutez Sud Radio, 0826 300 300, vous nous appelez, vous prenez la parole, vous intervenez notamment sur tous les sujets que nous avons pu aborder au cours de l'émission Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Oui, et pour le moment, hélas, c'est le coronavirus qui parle au coronavirus et ça ne nous réjouit pas trop. Heureusement, nous avons avec nous Philippe Colin-Olivier qui se demande avec angoisse qui a tué le maire de Paris et qui y répond. Mais c'est vous qui allez intervenir, auditeur de Sud Radio. On vous attend. Et je rappelle que l'ouvrage de notre invité Philippe Colin-Olivier, Qui a tué le maire de Paris, est publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Laetitia. Laetitia, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Et bonjour Monsieur Philippe Colin-Olivier. Voilà. Ah, Colin-Olivier. C'est pas une de mes maîtresses. Elle serait mon nom. Dites-moi. Vous avez l'âge de mon grand-père, monsieur, je suis désolée. Voilà. De votre grand-mère. Oui, mon grand-père est né en 42. Aussi, voilà. C'est ça. Oui, Laetitia, je vous écoute. En fait, voilà, je vous appelle parce que... D'abord, je voudrais remercier votre invité qui met un peu d'humeur dans ce monde brutal qui nous tombe dessus, qui nous assène un grand coup de virus auquel on s'attendait pas. Ouais, et puis en fait, je voudrais simplement dire que en fait, il y a deux choses qui me choquent. Oui. Pas seulement moi, mais aussi mes amis, mes réseaux sociaux, mes amis, mon entourage, un milieu médical aussi que je connais, voilà. Oui. Voilà, ce qui me choque, c'est le fait que le gouvernement ait choisi d'envoyer autant de matériel, de masques, de gel hydroalcoolique, de gel comme ça en Chine, oui. alors que on avait des prémices, on savait ce qui se passait déjà un peu en Italie. Et puis, voilà, en fait, moi, je parle au nom de beaucoup d'amis. Nous, on est persuadés que M. Macron et son gouvernement a choisi de sacrifier son peuple plutôt que son économie. Voilà, tout simplement. Voilà. La Chine a fait un autre choix, plus judicieux, plus intelligent, et sûrement, à court terme, il n'a pas vu l'intérêt que peut susciter ce virus qui, comment dire, est pour moi une stratégie. Hein. C'est d'une pierre deux coups, si c'est pas 3, si c'est pas 4. Je pense qu'on est très très mal. Enfin, voilà, je suis jeune, mais je suis pas très optimiste. Voilà. Oui, non, enfin, de toute façon, il faut en tout cas d'être lucide avant d'être optimiste ou pessimiste. De ce point de vue, vous avez raison. Deux choses. D'abord, on a effectivement j'ai parlé il y a quelques jours, et on le sait, des 17 tonnes qui ont été envoyées par le gouvernement Macron, par Emmanuel Macron et Agnès Buzyn en solidarité, effectivement, le 19 février dernier. Il y avait déjà des prémices, vous avez tout à fait raison. On en a parlé, c'est vrai que c'est très bien la solidarité, mais il faut peut-être s'occuper avant de ses propres concitoyens. Maintenant, ce que vous avez dit, il y a sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui l'a dit, j'ai répété, il dit l'Italie qui s'est mise en confinement aurait préféré son peuple à son économie, et la France préférerait
avec son économie à son peuple. Bon, il ne faut pas non plus faire des procès d'intention. Je ne pense pas que sciemment Emmanuel Macron et son gouvernement aient choisi cela. Moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus une navigation à vue et c'est beaucoup plus, on se dit, là, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas faire peur aux gens, mais c'est pas faire peur aux gens que de dire les choses comme ils sont. Ce matin encore, j'en ai parlé dans Berkoff dans tous ces états. On voit bien les incohérences, on voit bien tout cela, et on voit bien qu'à un moment donné, il faut quelque chose qui se passe de plus brutal. On ne l'aura pas. On verra. Philippe, vous avez quelque chose à dire sur ce virus ? Non, mais sur Macron, qui en a une petite maladie républicaine, c'est pas un homme d'État. Les Chinois font du national-communisme ou du national-capitalisme. Ils défendent d'abord les Chinois, lui pas. C'est un Européen. Il n'a jamais défendu les Français d'abord. Vous êtes d'accord ? Il sort de chez Rothschild. C'est pas une école de nationalisme, ni de patriotisme. Non, mais il peut sortir de chez Rothschild et avoir la triple. Pompidou sortait de chez Rothschild. Il détestait les Rothschild. Pompidou détestait les Rothschild. Oh, oui, il avait été humilié par les Rothschild. Ouais. L'autre a été caressé. Dans le sens du poil. Laetitia, vous avez quelque chose à ajouter ? Non, moi je pense pas qu'il navigue à vue. Moi je pense que c'est un grand stratège, que c'est fomenté, élaboré, et pour faire un vilain jeu de mots, élaboré en culture dans des laboratoires. D'ailleurs, il y a un autre laboratoire vous pensez que c'est un complot ? Vous pensez que c'est un complot, c'est ça ? Écoutez, il y a un laboratoire qui travaille sur le coronavirus à Lyon. Et qui est, je crois, qui était aux manettes du mari de Madame Buzyn. Hein. Donc voilà, moi je dis que c'est un peu... Oui, je sais, non, mais on en a beaucoup parlé, il y a un laboratoire, non mais ça va plus loin. Ils ont fait un laboratoire franco-chinois à Wuhan, effectivement, laboratoire numéro 4, mais très sincèrement, il faut faire attention à ça, parce que vous savez, c'est aussi, comment dirais-je, je suis pas ni complotiste ni anticomplotiste, mais c'est un peu facile et c'est en général, vous savez, ça a été comme le 11 septembre, c'est-à-dire la simplification totale, c'est de dire voilà, c'est un labo, ça a été organisé, ça a été stratège. Je vais simplement vous dire, moi j'ai pas de réponse là-dessus, mais attention aux solutions simplistes qui sont aussi nocives qu'un coronavirus. Allez, merci à vous en tout cas Laetitia. Tout de suite on retrouve Michael au 0826 300 300. Oui, Mickaël, bonjour. Oui, hello, bonjour André, bonjour à toute l'équipe et merci encore de me faire passer. Ce serait pour vous parler, puisqu'en fait hier j'ai rencontré une dame par rapport aux élections municipales et en fait on a parlé du coronavirus puisque cette dame elle était âgée et elle me disait justement que sa fille travaille dans un hôpital à Paris, bon je lui ai pas demandé lequel, mais apparemment les hôpitaux depuis 3 jours sont en stade 3 hein, déjà. Donc en fait les hôpitaux se préparent déjà, on va dire, pas à l'inévitable mais presque. Et je voudrais rajouter aussi que le professeur Combe, je crois que c'est dans la grande confrontation sur LCI, et les auditeurs pourront retrouver ça sur Internet et sur Twitter, etc. Et il a dit à Olivier Véran que en gros les hôpitaux n'étaient pas prêts, et que le stade 3 allait finir par arriver et qu'on allait finir comme l'Italie. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi en fait on prend autant de temps, en fait, tout simplement. Écoutez, on en a parlé au début d'émission, vous voyez, si vous avez écouté l'émission dès le début, on en a parlé, on a cité le professeur Combe par rapport à ce qu'il a dit hier soir. Effectivement, il y a un problème, si vous voulez, de déphasage qui est là, qu'on n'a pas voulu voir, que beaucoup de gens n'ont pas voulu voir, et qui est patent. Maintenant, effectivement, vous savez, personne n'a la solution encore. La solution miracle n'existe pas. Mais effectivement, on verra. Et là, j'espère qu'on verra dans les meilleures des conditions possibles qui a bien gouverné ou bien géré cette situation, qui n'est pas simple, hein, parce que c'est facile de parler, c'est beaucoup plus difficile d'agir. Mais effectivement, qui a été le plus lucide et quels pays, au pluriel, ont été les plus lucides dans la gestion de cette pandémie. Merci à vous, Michael. 0826 300 300, on retrouve Olivier sur Sud Radio. Oui, bonjour André Berkoff. Oui, bonjour Olivier. Et bonjour à votre invité. Je vais réagir, je lui donne raison sur Macron. C'est un Européen, mais c'est aussi un Soros boy. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un disciple de George Soros en grande partie, il faut le dire clairement. Lors des élections présidentielles, Terra Nova a appelé à voter pour lui plutôt, et Terra Nova a été financé par The Open Society de Soros. Oui, d'ailleurs on se demande, vous savez, on a fait une émission spéciale sur Soros ici à Berkoff dans tous ses états, et on se demande
quel organisme ou ONG n'est pas subventionné par Soros? Parce que quand on regarde, il y a un livre passionnant, je vous le dis comme ça, qu'il faut lire, qui s'appelle Soros l'impérial, et qui a travaillé pendant 3 ans et qui a listé toutes les ONG et autres et sociétés subventionnées, ou en tout cas financées par Soros. C'est assez impressionnant, effectivement. Quand c'est pas Soros, c'est la CIA. Oui, c'est pas la même chose. Hein. Pas du tout la même chose. Mais quel est le but de Soros? Non, le but de Soros, c'est un gouvernement mondial. C'est une gouvernance mondiale, open borders, pas de frontières, oui, etc. Jacques Attali. Si vous voulez. Enfin, c'est encore autre chose. Mais oui, en tout cas, ça procède effectivement de dire il faut une gouvernance mondiale, un gouvernement mondial, et voilà, oui. Et tout le monde dans le même bateau. Par le big business, pas par les plombiers. Pardon? Par le big business. Oui. Donc il a raison là-dessus. Par notre gouvernance mondiale, effectivement. Non, mais on dit c'est pas ça. C'est pas seulement parce qu'une fois qu'on a dit big business, c'est facile. C'est de dire que les gens seront mieux, parce qu'il ne faut pas oublier que la mondialisation, et Dieu sait si c'est pas ma tasse de thé, a fait reculer la pauvreté énormément. Dans les pays dont on se foutait, tous les pays émergents, excusez-moi, la misère a diminué. Il y a des milliards de gens qui sont sortis de la misère à cause de la mondialisation. Et combien d'usines ont fermé en Europe? Parce que l'Europe était toute seule. Non mais, attendez Philippe, ne nous racontez pas l'histoire. Vous et moi, on se foutait du tiers-monde. Vous en foutiez du tiers-monde. Je n'avais jamais entendu parler. Voilà, exactement. C'est la première fois. Sauf que le tiers-monde existe, et il a raison d'exister, et il a raison de prospérer. Et là, moi, je suis pour. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Olivier? Oui, c'est sur Erdogan qui menace l'Europe par rapport aux migrants. De toute façon, les migrants sont déjà présents, et c'est vrai qu'il faudrait, je rejoins une phrase, il faudrait d'abord qu'on pense à nos nationaux, aux 9 millions de personnes qui terminent pas les fins de mois en France, en parlant des gilets jaunes. Parce que il y avait votre collègue Éric Zemmour qui avait sorti une phrase, je sais pas, sur l'une de ses émissions. Il disait comment ça se fait qu'un agriculteur gagne 350 € alors que c'est le double pour la location des migrants. Alors c'est qu'il est bien informé. Moi, je vais juste vous raconter une anecdote. J'ai un foyer de migrants à côté de chez moi. Ouais. J'ai du mal à terminer mes fins de mois. Je vous dis clairement, je suis auto-entrepreneur et OASA. Ouais. J'ai vu un migrant il y a pas longtemps dans le bus, de la tête aux pieds, il y avait des marques. Il avait une paire de chaussures à 170 €. C'est d'une marque Nike, et le reste ça montait en Quicksilver et le sac à dos en Nike. D'où ça vient cet argent? Comment ça se fait qu'il y a des Français qui ont du mal à finir leur fin de mois, qui crèvent la gueule ouverte de faim, et que Macron continue à vouloir privilégier, à accueillir soi-disant humanitairement? Il n'y a pas la fibre nationale, Macron. C'est pas un homme d'État. Moi, j'en veux pas. Je l'aime pas du tout, faut être honnête. Et je suis entrepreneur. Normalement, je devrais être de son côté. Mais c'est quelqu'un comme ça. On préfère avoir un Donald Trump. Trump a raison de fermer les frontières. Il a raison de faire ce qu'il fait parce qu'il privilégie d'abord sa population. Macron est quelqu'un qui n'aime pas les Français. Pourquoi il a eu les gilets jaunes? Faut être honnête. Il déteste les campagnes. Il déteste la France périphérique. Mais en même temps, il dit d'un côté, en même temps, il faut arrêter l'immigration illégale. Mais il continue. Il a signé le pacte de Marrakech. Ce mec-là est ambivalent. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un tango argentin. Donc il faut quand même arrêter. Olivier, on a un gros problème. Ouais. Non, mais Olivier, on vous a écouté. Écoutez, en tout cas, votre vision est cohérente. On va voir ce qui va se passer et on va surtout voir comment vont réagir les Français. Ils ont 2 ans et demi pour réagir, peut-être avant, on verra bien. Qui votera, verra. Philippe, pour revenir à vous, donc vous allez voter, mais franchement, je persiste et je signe dans ce roman qui est un roman, encore une fois, vraiment agréable, et je dirais que pour une fois, parce que je lis jamais de romans, non, c'est faux, c'est faux. Je plaisante, mais je fais du Philippe Collin-Olivier. Vous savez ce que disait un jour Henri Janson de quelqu'un qui lui avait un roman? Il dit: j'ai feuilleté votre manuscrit d'un derrière distrait. Je connais, mais il faut dire que Henri Janson est un très grand scénariste et dialoguiste que les gens ont oublié. Absolument, c'est pour ça que je le rappelle. Eh bien, moi, je n'ai pas lu votre roman d'un derrière distrait, mais d'un œil absolument ravi. Parce que, encore une fois, c'est drôle. Et d'ailleurs, vous avez un vrai sens du dialogue, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, vous êtes scénariste. J'ai été, mais ça m'intéresse pas, parce que moi, je suis un individualiste. Et écrire un scénario, on est en équipe, et j'ai jamais pu être attelé à quoi que ce soit. Mais vous avez été dialoguiste aussi, ou pas? Très peu, parce qu'ils veulent des dialogues bien suaves, gentillets. Ah bon? L'ère des Jansons, c'était pas suave. L'ère des Prévert, c'était pas suave. C'était une grande époque. L'ère des Audiards, c'était pas suave. Vous parlez d'une très grande époque. Il y avait aussi les surréalistes qui étaient très violents. Maintenant, on est dans le douceâtre, le gentillet, le politiquement correct. C'est la dictature, le politiquement qui vous étrangle avec un foulard de soie.
Oui, on essaye, écoutez, et c'est pour ça qu'il faut faire de la résistance. Il faut faire de la résistance, bien sûr. Les résistants, ils ont commencé, ils étaient 10. Je rappelle que le premier Allemand abattu, il a été, je crois, 2 ans après l'occupation, sur un quai de métro. Eh bien, il restera Philippe Collin-Olivier, moi et Sud Radio. Philippe Collin-Olivier, qui est donc, on l'a dit, scénariste et écrivain, auteur de ce livre « Qui a tué le maire de Paris ?» C'est publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Merci à vous, Philippe Collin-Olivier, d'être intervenu sur Sud Radio. Vous tous qui nous avez écoutés, vous pouvez réécouter cette émission et cet entretien en podcast sur sudradio.fr. Merci André Berkoff, à demain. À demain, avec absolument. Un masque FFP2, s'il le faut, protégeons-nous. Si je le trouve. Sortez couverts. Sortez couverts. À demain sur Sud Radio, à midi, dans Berkoff, dans tous ses états, la suite de votre journée sur Sud Radio. Les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit son invité, Christine Orban. Belle journée à vous sur Sud Radio.